quand je vous dis 157 hectares, c'est Hafen City. C'est ça. 157 hectares, c'est 7 milliards de budget. Les 2 tiers par des fonds privés, 1 tiers à peu près, fonds publics. C'est un plan d'urbanisme qui a démarré en 2000 et qui doit, en principe, je parle toujours d'Hambourg, bien sûr, et qui doit, en principe, être terminé en 2020, si tout va bien. Si tout va bien. Voilà. Alors, c'est vrai qu'effectivement, le réaménagement, je dirais cette espèce de révolution urbaine à Hambourg, pourrait inspirer, même si, comme le disait Robert Herrmann, c'est un petit peu plus modeste, l'aménagement du port autonome de Strasbourg, parce qu'il y a aussi matière, bien évidemment. Donc, je vais vous laisser exposer l'un et l'autre. On va démarrer avec Hartmut Frank, donc sur le thème ville avec port ou ville-port, une perspective historique. Donc, je vous laisse la parole. Ensuite, on échangera un petit peu et puis je vous donnerai la parole, Monsieur Kellner. Monsieur Franck, je vous en prie, à vous. Merci beaucoup pour l'introduction tellement forte et pleine des questions. Et j'espère qu'on peut un peu ajouter à cette discussion actuelle ici à Strasbourg. Moi, comme historien, mon rôle est un peu loin de ces questions et il faut vous raconter un peu les grandes lignes de développement de cette ville et j'espère que j'arrive à faire ça comme une introduction à la présentation de mon collègue Andreas Kellner. Je commence ici avec une image un peu étrange pour vous peut-être. Vous avez peut-être attendu un plan de ville ou quelque chose comme ça. Ça c'est Hambourg dans une boîte. C'est un projet des étudiants de l'école des arts appliqués, animé par le professeur Horst Mahler au début des années 50. Et je le montre pour vous montrer l'image générale d'Hambourg. Hambourg, c'est une ville portuaire, c'est un port. Et sur les éléments de cette boîte, on ne voit presque pas de ville. Il n'y a que l'eau, des bateaux, des éléments d'un port, des phares, peut-être quelques usines. Et pour moi, c'est emblématique. De l'extérieur, Hambourg n'est pas très reconnu comme ville. C'est la deuxième ville de l'Allemagne, mais il y a beaucoup moins visiteurs qu'à Munich ou à Cologne, ou surtout pas qu'à Berlin. Mais c'est pour une ville de presque 2 millions d'habitants, c'est bizarre. Et la relation entre cette ville avec son port, ou de ce port avec la ville à côté, est très intéressant parce que le port, c'est la base de la vie de cette ville et aussi de la perception de cette ville, mais la ville quand même est un endroit très intéressant, des grandes qualités de vie et aussi de constructions qui sont très peu connues. Il faut le faire comme ça. Je ne raconte pas toute l'histoire. L'histoire commence autour un peu avant l'année 1000. C'était un outpost, si on veut, de Charlemagne au nord de l'Elbe pour la guerre contre les Vikings et les Slaves. Était plusieurs fois détruit, mais cet outpost avait une position très géographiquement très intéressante parce que c'était
au nord d'un grand fleuve avec des eaux, avec des marées, pas proches à la mer, loin de la mer, plus de 100 kilomètres de la mer, mais à l'intérieur, mais avec des relations avec la mer du Nord. Et il y avait un petit fleuve, l'Alster, qui embouchait là dans l'Elbe. Et là, on a construit un poste de commerce, et les commerçants sont devenus riches, et ils ont se sont fait indépendants des princes qui contrôlaient la région, et ils ont créé une petite république indépendante. Ils sont devenus membres de Hanse, de la grande organisation des villes libres et assez indépendants de l'Empire. Ça, c'est une image de la ville juste après la construction des nouvelles fortifications qui ont protégé la ville pendant la guerre des 30 ans. Une fortification tellement durable et stable qu'on voit juste maintenant les traces autour du centre-ville. Et aussi assez fort pour garder la richesse de la ville pendant cette guerre désastreuse pour beaucoup d'autres villes en Allemagne et aussi Strasbourg. Hein, c'était au milieu de cette guerre. Hambourg a une très bizarre relation avec son passé. C'est une des rares villes où on a détruit la cathédrale au début du 19e siècle et vendu les pierres de la cathédrale. Il reste quelques autres églises médiévales, mais pratiquement pas sauf des églises, il n'y a pas des traces du grand passé de cette ville. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais aussi le sentiment pas trop romantique des habitants d'Hambourg. Et c'est très intéressant. Hambourg, juste maintenant, c'est une ville qui a très peu des monuments architectoniques. Le cadre bâti est assez, comment dire, normal, pas spectaculaire, mais l'aspect général de la ville est très belle. Et c'est une contradiction. Normalement, on juge une ville d'après les grands édifices, des grands monuments. Ce n'est pas le cas d'Hambourg. Pour être pas trop long, l'histoire d'Hambourg moderne commence avec un grand feu en 1842. Le centre médiéval de la ville a brûlé, était totalement détruit. On voit le plan en haut, le plan avant le feu, et on reconstruit Hambourg comme une des villes plus modernes du 19e siècle, justement après. Et ce sont des personnages comme Gottfried Semper et Alexis de Châteauneuf qui sont impliqués dans la planification de cette reconstruction. Et et on essaie pour la première fois de donner au centre d'Hambourg une place et un ensemble significatif et monumental, représentatif pour cette ville des commerçants, disons.
Ça veut dire on construit dans le centre une place avec la bourse, l'hôtel de ville, et on réaménage les espaces du lac de l'Alster, un lac artificiel qui était nécessaire pour les fortifications, pour avoir de l'eau dans la fossée de la fortification, mais aussi pour les moulins de la ville et tout ça. Et on crée une relation de l'eau et de l'architecture de la ville et la nouvelle structure qui est très significatif juste maintenant pour le cœur de cette ville. Quelques années plus tard, après la guerre franco-prussienne, Hambourg entre dans le nouvel Reich, le deuxième empire, et perd, en entrant dans cette nouvel système politique, perd les privilèges d'une ville portuaire. La ville d'Hambourg, la ville libre et hanséatique, c'est officiellement le nom, perd le droit d'utiliser le territoire entier de la ville comme port-franc et est contraint de construire de sacrifier une partie de la ville pour une nouvelle organisation du port. Et pour la première fois, le port n'est plus à l'intérieur de la ville, mais le port devient une entité à part. L'organisation du port franc est la base d'une dichotomie pour la planification de cette ville qui dure juste maintenant. Il y a la ville et à partir de 1888, la ville et le port sont territorialement divisés. Il y a une frontière. Ce sont la ville. La ville vit du port comme avant, mais on est obligé d'organiser totalement d'une nouvelle manière le stockage des marchandises, l'arrivée des bateaux et l'organisation du commerce international. Ça veut dire on a le port, on a les magasins et on a les bureaux en ville, et aussi à cette époque commence une séparation fonctionnelle des différents éléments territoriaux de la ville. Et on voit ici en haut la nouvelle ville des entrepôts qui est construit là par l'architecte Franz Andreas Mayer et qui est juste maintenant un des grands monuments d'Hambourg, qui n'est pas une architecture monumentale, mais une architecture commerciale, utilitaire, et qui est très important pour le caractère général de la ville. Dans cette époque, la ville a une croissance extraordinaire. Pendant 40 ans, la ville double la population et à presque 1 million avant la Première Guerre mondiale. Et à la fin du 19e siècle, Franz Andreas Mayer, l'architecte de la ville
entrepôt, présente le premier plan d'extension d'Hambourg. Et on voit dans ce plan comment le centre-ville que nous avons vu du XVIIIe siècle est devenu seulement un petit élément dans les territoires de la ville. Et c'est le début d'une grande ville qui pousse au nord du port. Ça veut dire on a le port et la ville, et c'est une ville autour du lac de l'Alster. Ce n'est pas une ville qui s'oriente vers la fleuve, vers l'Elbe ou vers le port, mais le port, ça c'est le lieu du travail, le lieu du insalubre si on veut, et la ville c'est autre chose. La ville se développe au nord et indépendant des grandes du vent qui vient de l'ouest et de l'ouest à l'est. Et la ville aussi à cette époque se construit pour la première fois un hôtel de ville représentatif, et c'est l'architecte Martin Haller qui a fait ses études à Paris à l'école de Beaux-Arts, qui est l'architecte le plus important de cette période entre la création du port franc et presque jusqu'à la Première Guerre mondiale. Un architecte qui s'oriente, qui est formé en France, à Paris, mais s'oriente avec son architecture aussi à l'Amérique et en Angleterre. Et il invente ce que l'on appelle à Hambourg Kontorhaus, un nouveau type de bâtiment pour pour les bureaux des grandes compagnies navales et pour le commerce. Et dans cette période et dans cette ville, un nouveau directeur de l'administration de la construction de la ville, un nouveau stadtarchitecte est élu. Et il s'appelle Fritz Schumacher et il devient très important pour le développement de cette ville pendant l'époque entre 1909 et 1933. Et c'est Schumacher est un des rares cas où quelqu'un qui a fait son carrière à l'université se laisse nommer chef d'une organisation administrative. En général, c'était une dégradation, mais il avait déjà déclaré au début, en 1903, dans une conférence à Dresde, il a prononcé dans un discours sur la future des grandes villes. Il a prononcé son désir de un jour s'occuper d'Hambourg, qu'il regardait une ville très riche mais très moche. Il voulait changer le caractère général de cette ville. Et il commence avec l'idée de utiliser tous les bâtiments publics qui sont nécessaires pour une ville qui avec une croissance tellement forte comme Hambourg à l'époque. Ils veulent installer ces bâtiments comme monuments sociaux. Il parle des monuments sociaux de la ville. Et il crée lui-même une des monuments très typiques pour lui. Il a la tâche d'organiser
un percé dans la ville existante pour la création de pour la première ligne de métro d'Hambourg entre Hôtel de Ville et la nouvelle gare centrale. Il construit là un monument commémorant le maire d'Hambourg de cette période, Mönckeberg. Mais cet monument, ce n'est pas une buste ou une statue de Monsieur Mönckeberg, mais c'est une fontaine. Ça veut dire une symbolisation de l'eau, qui est la base de la vie et de la richesse de la ville, et combinée avec une bibliothèque publique. Ça veut dire dans une nouvelle rue qui appelle une rue métropolitaine, avec des installations, des department stores, des nouvelles galeries, des magasins. Il installe là une bibliothèque publique et veulent ainsi dire que un nouveau monument a une utilité publique et aussi c'est la nécessité pour lui de rééduquer la population d'une grande ville et d'identifier la population avec le nouveau lieu de leur vie, parce que la grande majorité de la population, c'était des immigrés, des gens qui viennent de la campagne, qui viennent de l'Est de l'Europe. Et Schumacher commence son travail d'une manière extraordinaire. Il demande un congé de 9 mois, et après ces 9 mois, il commence le travail même, et il présente une dizaine des grands projets pour la vie. Il prépare des projets lui-même pour dire à ses collaborateurs et aussi aux architectes privés de la ville comment la nouvelle ville doit se présenter. Ce sont seulement 2 exemples. Le plus grand projet entre ceux, c'est le projet d'un nouveau plan pour le Stadtpark, pour le grand parc de la ville, qui était déjà pendant 10 ans en discussion. Il est capable de combiner plusieurs propositions totalement opposées et bloquées entre eux. Il présente le nouveau plan de ce parc comme un modèle d'une ville moderne. Pour lui, le parc, les espaces de ce parc et aussi la combinaison de ces espaces, ça c'est l'exemple pour la création de la nouvelle ville. Et aussi, il comprend très vite les discussions qui sont là très virulents à Hambourg au moment. Ça, c'est la discussion sur la création d'une architecture du lieu typique nordique du nord de l'Allemagne. Et ça, c'est la discussion du brick rouge. C'est une fiction totale parce que la majorité d'architecture d'Hambourg n'était jamais des briques rouges. Il n'y avait que des grandes églises gothiques en briques rouges, mais c'était totalement une idéologie. C'est la terre même, et la relation des gens, l'attachement des gens à la terre. Et si on prend la terre du nord de l'Allemagne, on produit des briques rouges parce qu'il y a beaucoup de fer là-dedans dans la terre. Et au début, il présente des projets en pierre.
mais il redessine tous ses plans, tous ses projets très vite, et il devient le grand prophète du brick rouge. Et c'est un des moyens pour lui de créer un aspect général, une ligne générale dans la présentation de cette ville. Tous les nouveaux bâtiments qui construisent en dehors de la vieille du centre-ville sont en briques rouges. Il dessine ses propres projets dans ces matériaux, des briques rouges avec des toits grises et aussi avec des toits des cuivres vertes. Ça c'est très important parce que après la Première Guerre mondiale, il entre dans le projet de la création de quelque chose qui s'appelle die Wohnstadt Hamburg, la ville des logements d'Hambourg, le grand vaste programme des HLM de l'époque, et Hambourg en relation avec sa taille produit plus de logements que Berlin ou autres villes, même Francfort qui est toujours très reconnu pour ses projets. Et c'est Schumacher qui ne fait plus lui-même comme architecte, il ne produit que des bâtiments publics, des bâtiments administratifs ou des écoles et des choses comme ça, mais pour les logements, il emploie les architectes, la profession libérale. Il fait les plans, il développe un système de collaboration qui n'est pas connu à l'époque ailleurs. Il fait des premières propositions et il crée une collaboration avec les architectes et les producteurs sur la production des grands ensembles. Il appelle ça modellhaftes Bauen, c'est un peu trop en détail ici, mais c'est intéressant que les architectes, comme par exemple, vous voyez là à droite, un de ces ensembles de l'architecte Karl Schneider, qui était un des grands modernistes d'Hambourg. Il laisse travailler les autres, mais il contrôle ce qu'ils font. L'urbanisme de Schumacher, c'est un contrôle très strict de la liberté des architectes, et les architectes les hainent fortement pour ça. Mais Schumacher, qui commence avec le problème de la représentation de la société moderne dans la grande ville moderne, s'occupe aussi du développement territorial de la ville. Et dans l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, il y a une commission qui discute une nouvelle découpage des Länder en Allemagne, et il propose plusieurs formes d'un nouvel État d'Hambourg et d'une partie de Schleswig-Holstein et de Niedersachsen. Et il fait ça parce que Hambourg a des graves problèmes territoriaux. À droite, on voit les territoires d'Hambourg de l'époque. On voit très bien le port en bas et comment la ville se développe vers le nord, parce que les communes voisines font pas partie de l'État d'Hambourg. Et en haut, on voit très bien un système qui
qu'il utilise pour expliquer comment la ville sans limite se développerait naturellement. Et en bas, on dit ça c'est le territoire d'Hambourg et ça ne va pas, il faut créer un grand Hambourg. Et la discussion du Grand Hambourg ne peut pas réaliser à l'époque où il est dans sa position parce que les nazis le virent en 1933. Il perd son poste, mais les idées de Schumacher sont justement maintenant, ils sont là, ils sont connus et on discute ça. Et ils discutent où on peut poser des nouvelles logements dans ces territoires, où est la région pour un nouveau pour le développement du port, pour l'industrie, tout ça. Et ils discutent ça en présentant, ça c'est le petit plan en dessous. En dessous on va la situation géologique d'Hambourg avec le cours d'Elbe et les territoires des inondations, les territoires qui sont transformés et reformés pendant 1000 ans. Il y a c'est la zone qui est contrôlée, où les inondations sont contrôlées par les digues, où les bassins du port sont creusés, où tout un territoire artificiel, si on veut, c'est pas naturel. Mais au nord de ça, on a les collines délaissées de la dernière période glaciale. Et pour lui, ça, c'est qui s'appelle à Hambourg Geest und Marsch. Les zones marécageuses sont Marsch, Geest, c'est le haut plateau. C'est pas très haut, c'est 12 mètres de différence, 20 mètres, pas plus. Mais là, ça c'est le territoire pour la ville et il veut principalement dans les zones d'inondation, il veut que des activités portuaires et industrielles. Mais lui-même ne peut pas réaliser ça parce que c'est trop compliqué. Il faut... Bon. Les idées de Schumacher de créer un grand Hambourg sont réalisées pendant le nazisme en 1937. On crée une ville qui a juste maintenant le même territoire et pour la première fois on discute de réorganiser la ville vers le fleuve. Et c'est Konstantin Gutschow qui, à partir de 1938, fait plusieurs projets pour la réorganisation de la corniche à Altona, qui est maintenant fait partie de la ville d'Hambourg. Et cette discussion dans l'après-guerre est pas très aimée. On peut
et ça dure jusqu'aux années 80, qu'on peut rediscuter de nouveau la organisation du Elbufer, du côté du fleuve de l'Elbe. Et c'est très intéressant que le même Konstantin Gutschow présente en 1944 un plan de la ville qui est basé sur les concepts de Schumacher, mais qui n'est plus obstaculé par les frontières politiques. Pendant la dictature, on peut, pour les urbanistes, il y a beaucoup plus de possibilités que dans la démocratie. Et pour ça, Konstantin Gutschow peut présenter un plan qui crée les nouvelles installations du port Elbe, en Val de l'Elbe, et il distribue les zones d'habitation sur tout le territoire autour. Ce plan n'est pas réalisé dans cette forme, et dans l'après-guerre, on a le problème de la reconstruction. La ville, après le Feuersturm de 1943, est fortement détruite, et on discute des nouvelles percées comme ça. C'est Meyer-Ottens qui propose une nouvelle grande axe est-ouest à travers de la ville, sur la base d'autres projets d'avant. Et c'est finalement à la fin des années 60 qu'on essaie, sur la base de l'idée de Schumacher du développement de la ville organique, on présente ce plan de développement de la ville qui toujours suit la même ligne. On a la ville du port et des activités industrielles dans la zone du fleuve, et sur le plateau, les deux côtés du fleuve, on a les logements et les autres activités de la ville. Et cette discussion termine pendant les années 90 avec la proposition de réorganiser une partie du port, l'intégrer dans la ville, et on commence pas seulement de discuter de nouveau le bord de l'Elbe, mais aussi la création de la Hafen City, et aussi on pense pour la première fois comment on peut lier la partie d'Hambourg nord de l'Elbe avec la partie de la ville au sud de l'Elbe, Harburg, et ça c'est le saut au-dessus de l'Elbe, et ça, mon collègue vous va raconter de ça. Et pour terminer, je vous montre seulement le problème. Je reviens au problème des monuments. Hambourg manquait toujours des monuments emblématiques, et pendant au début des années 20, le Chile House de Fritz Höger a été construit. Il est devenu tout de suite l'emblème de la ville. Et la même chose, on voit maintenant avec la Elbphilharmonie, la nouvelle Philharmonie, qui est l'emblème de la Hafen City, qui est déjà utilisée pour la publicité de la ville comme le nouveau symbole. Je trouve ça très, très rare, parce que normalement les villes cherchent des cathédrales, par exemple, comme emblème de leur
présentation. Merci beaucoup.